Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du travail, bah oui c'est la rentrée 2024. Quel changement dans la décennie? On va s'intéresser à un baromètre et c'est Aude Grande qui va nous en parler, directrice des opérations chez SFL. On fera le point notamment sur la place de l'intelligence artificielle. Le cercle RH, bah c'est presque le prolongement d'ailleurs de ce baromètre, le télétravail. Est-ce que c'est la fin de la récré? Est-ce que c'est un peu la décrue pour ceux qui télétravaillaient? On va faire le point avec des experts. Caroline Diard, elle est professeure associée chez TBS Business School. Et puis Jean-Christophe Villette, il est administrateur à la FIRSP. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, c'est un sujet technique dont les médias n'ont pas beaucoup parlé. On va parler de cette... on revisite la convention collective de la métallurgie. Ça change beaucoup de choses. On fera le point, notamment pour les RH et pour les logiciels de paie. On en parlera avec un expert à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors on démarre l'année pour parler travail, pour essayer de savoir ce qui va se passer là devant nous dans les mois qui vont venir, et on va s'intéresser bien justement au changement du travail, de l'organisation du travail. On en parle avec Aude Grande. Bonjour Aude. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice des opérations chez SFL. SFL. C'est une foncière. Dites-nous quelques mots sur SFL. Alors SFL, c'est le leader des bureaux qu'on appelle Prime à Paris. C'est des bureaux de grande qualité à l'intérieur de l'enceinte du périphérique. À l'intérieur donc de ce cercle parisien, un baromètre, 10 années de suite que vous faites ce baromètre, et là on a une nouvelle photographie de l'organisation du travail et de la manière dont les collaborateurs regardent leur travail. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? On a le sentiment quand même que l'IA, l'intelligence artificielle, percute de plein fouet, je dirais presque le mental des collaborateurs. Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vécu des grandes révolutions ces 10 dernières années. On a vu l'avènement et l'installation définitive du télétravail dans la vie des salariés. On a vu cette porosité vie pro, vie perso qui est maintenant une évidence pour tout le monde. Donc on pourrait s'imaginer que les changements vont se calmer, qu'on va prendre un petit peu le temps de digérer tout ça, et pas du tout. En fait, les salariés, ils anticipent une accélération de ces changements, et notamment à travers l'intelligence artificielle. C'est pas forcément ce qu'on imaginait a priori. Alors, verre à moitié vide, verre à moitié plein, on va le voir. Quelques chiffres pour essayer de sentir comment les salariés imaginent le futur du travail. Regardez, 44% d'entre eux considèrent que l'IA générera tous les documents de travail, donc qui allègent les tâches de travail. 41% d'entre eux, dans certaines réunions, il y aura des hologrammes. Alors on commence à partir de la science-fiction, même si ça existe d'ailleurs. 42%, plus de clavier et toutes les commandes à la voix, c'est-à-dire plus besoin de bouger les mains, mais on parle directement à son ordinateur. On n'est pas dans de la science-fiction, tout ça, ça existe. Ça existe quasiment déjà aujourd'hui. Ce qui existe moins, c'est pas rentrer dans la vie quotidienne de l'ensemble des salariés aussi vite qu'on a inventé ces éléments nouveaux qui permettent de faire son travail différemment. On voit clairement que les salariés, ils ont une vision un peu double de ces changements liés à l'intelligence artificielle, à la fois très positive, c'est-à-dire qu'on voit que les tâches répétitives seront plutôt générées par une intelligence artificielle qui va faire gagner du temps. Donc ça, c'est positif. À l'inverse, on voit aussi que quasiment la moitié des salariés pensent que les emplois de bureau vont être majoritairement supprimés par cette intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même un petit peu angoissant. Les jeunes sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux à le croire que la moyenne des salariés. Et deuxièmement, on pense que ça va générer du contrôle sur le travail des salariés, notamment dans le télétravail, avec une faculté des entreprises à voir si les caméras sont allumées, etc. Donc il y a quand même une ambivalence par rapport à cette intelligence artificielle. Ça, je dirais, c'est l'enjeu moderne, technologique. Puis il y a un enjeu qui vous concerne, j'allais dire, vous, chez vous, pour ceux qui ont des foncières, la vôtre en particulier. En 2020, 43% des salariés estimaient que les entreprises n'auraient plus besoin de bureaux, mais ça reflue 34% seulement. C'est-à-dire que le bureau reste quand même un espace, un lieu où on vient travailler. Absolument. Il y a un autre chiffre qui est intéressant. Il y a plus de la moitié des salariés qui disent maintenant que le bureau, c'est un endroit de vie où il est agréable de passer du temps. C'est vraiment intéressant. Le lieu de sociabilité. Exactement. On pourrait imaginer que ces révolutions du télétravail, notamment, et de l'intelligence artificielle, allaient rendre totalement obsolètes ces locaux de bureau. Et c'est pas du tout ce qu'on vit, et c'est pas du tout ce que disent les
salariés. Donc c'est vraiment intéressant. En revanche, on ne fera pas la même chose dans les bureaux que ce qu'on faisait il y a 10 ans, ça c'est clair. Ça c'est une réflexion pour vous. Absolument. Le baromètre, il vous donne une photographie de la manière dont on repense les bureaux. Exactement. Les bureaux, c'est plus le lieu de la production, parce qu'aujourd'hui la production des cadres, elle peut se faire à peu près partout et de partout. C'est plutôt le lieu effectivement de la sociabilisation, de l'échange d'idées, de la sérendipité comme on dit. Donc on change complètement la manière de travailler au bureau et donc aussi la tête des bureaux, c'est-à-dire qu'on crée des espaces de convivialité, des espaces de partage, des espaces de réunion, plus que des postes de travail individuels comme on le voyait avant. Et des espaces d'isolement aussi. On Absolument. crée des petites cabines où on peut parler calmement et réfléchir. Bien sûr. Ça c'est très nouveau aussi dans l'entreprise. Alors c'est nouveau parce qu'avant on disait il faut que le bureau soit aussi bien qu'à la maison. Pour beaucoup de gens la maison c'est pas du tout calme. Donc en fait ils vont au bureau aussi pour trouver ces bulles, voilà, cette espèce de calme. Donc les bureaux doivent proposer ces espaces-là. Juste un petit mot sur l'environnement là aussi, parce qu'on parle de l'IA qui sont vraiment la tête de pont, on sent bien que ça bouge, mais il y a aussi les petits gestes des entreprises pour l'environnement. Là, il y a quand même des salariés, 74% des salariés jugent que leur entreprise les encourage à limiter leur consommation d'énergie. Ça, c'est intéressant, c'est l'entreprise qui, elle aussi, a un rôle social. Alors, c'est vraiment la deuxième déferlante, et on le voit dans cette 10e année, là, on a des résultats très différents de ces dernières années sur les sujets environnementaux. Il y a à la fois les petits gestes, je pense qu'ils se sont installés dans la vie des salariés. Je pense que les salariés sont venus avec des attentes et des exigences vis-à-vis de leur entreprise. Ils veulent que leur entreprise soit alignée avec leurs convictions personnelles. Ce qui change, c'est ce que les salariés imaginent pour dans 10 ans. Ils sont 45% à penser qu'on n'aura plus le droit de voyager en avion pour des déplacements professionnels. Ils sont un tiers à penser qu'il n'y aura plus de voitures, mais seulement des vélos et des mobilités douces dans les parkings de bureaux. Donc, ils projettent encore plus de changements que ce qu'ils ont vu ces dernières années. Il nous reste quelques secondes. On ne sait pas si c'est une angoisse ou si c'est un désir. C'est probablement les deux. Je pense comme l'IA. Exactement. Je pense qu'il y a une ambivalence. Je pense aussi que les salariés, encore une fois, veulent mettre en œuvre sur leur lieu de travail les mêmes convictions que ce qu'ils mettent en œuvre dans leur vie personnelle. Passionnant. Découvrez ce baromètre parce que c'est une vraie photographie d'ailleurs pour démarrer l'année pour les RH et pour tous ceux qui s'intéressent au travail. Ce baromètre SFL. Merci Aude Grant. Merci beaucoup à vous. Détaillé et dévoilé, directrice des opérations chez SFL. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette émission. On tourne une page, on va d'ailleurs rester dans le sujet parce que dans le baromètre, il est question du télétravail et de la relation à la liberté. On va s'intéresser au télétravail dans notre débat. Est-ce que lui aussi reflue? Est-ce que c'est la fin de la récré? Est-ce que les entreprises rapatrient leurs collaborateurs? On en parle avec des experts. C'est le Cercle RH et c'est tout de suite après le jingle. Le Cercle RH, et on parle télétravail aujourd'hui. On en a beaucoup parlé de ce télétravail. Où en sommes-nous? Dans quel état d'esprit sont les entreprises en cette rentrée 2024? Et dans quel état d'esprit, et ça c'est le sujet, sont les salariés qui visiblement n'ont pas envie que ça change? 3 jours au travail, 2 jours en télétravail, globalement, c'est ce qui a été fixé dans les accords. Beaucoup d'accords de branche, où le télétravail, c'est institutionnalisé, mais les choses ne semblent pas aussi simples que cela. On en parle avec des experts. Caroline Diard, ravie de vous accueillir. Vous venez régulièrement sur notre plateau. Professeur associé, alors ça change, TBS Business School et membre de l'Observatoire du télétravail. Alors c'est l'Observatoire de la CGT, c'est ça? C'est l'UX-CGT, oui. C'est ça, donc qui travaille et qui observe à travers le travail de chercheurs l'évolution du télétravail. Exactement, alors pas uniquement des enseignants-chercheurs, également des membres de la CGT. Sur des populations assez larges. En fait, ce sont des études quantitatives. Je voudrais signaler ce travail collectif, groupe de réflexion K2, qui est un cercle qui s'appelle le cercle K2, que vous avez piloté, entre autres, télétravail et hybridation du travail, une expérience collaborateur réinventée. Ça, c'est le cercle K2 et ça vient de sortir. C'est intéressant de savoir où on en est exactement. Merci en tout cas d'être venu avec tous ces documents. Et je vous présente Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Administrateur de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, la FIRSP, je pense l'avoir bien dit. Avec ce document, vous aussi, télétravail et prévention des risques psychosociaux, c'est l'isolement, c'est la peur d'être licencié, c'est ne plus être dans l'écosystème de l'entreprise. On va en parler et vous êtes le directeur général d'Équilibre avec un K. Commençons par le début. Est-ce que 2024 repart comme 2023 et 2022, j'ai envie de dire? Est-ce que globalement, rien ne va changer? Moi, j'ai le sentiment, la Voix du Nord a fait un papier qui a mis les pieds dans le plat. C'est la fin du télétravail en 2024 ou pas pour vous, Caroline Diard?
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Je l'ai fait exprès. ce papier. Je comprends la boutade. Ah, c'est une boutade. On n'est pas du tout sur un rétropédalage. On est plutôt sur une pérennisation de l'hybridation. Alors, qu'est-ce que l'hybridation? C'est un mix entre présentiel et travail à distance. Travail à distance, soit à domicile, soit dans un tiers-lieu. D'accord. Donc c'est du télétravail. On est sur une stabilisation autour de 2 jours par semaine en dehors de l'entreprise. Donc on n'est plus dans du full remote comme on l'a été jusqu'au 3 février 2022, puisqu'on a été tous ça, c'est fini, ça. confinés. Tout ça, c'est fini, on l'oublie. Donc il ne faut pas confondre l'expérience américaine et ce qui s'est passé en France. En France, le full remote a été un télétravail subi, contraint, dégradé. Et aujourd'hui, on est sur une pérennisation des pratiques et on va parler davantage d'hybridation au travail. Jean-Christophe Villette, l'article de La Voix du Nord évoquait non pas 2024, mais 2026, il y avait un délai. Quand on parle à des chefs d'entreprise, quand on parle à des DRH, il y a quand même comme ça une perception ils sont un peu embarrassés quand ils parlent télétravail. Parce qu'à la fois, ça a produit des choses très positives, puis en même temps, comme dirait l'autre, ils sont embarrassés, ils aimeraient bien avoir leurs collaborateurs à la maison. Vous le ressentez, ça, ou pas? C'est vrai, en tout cas, l'ensemble des cabinets qui constituent la FIRPS sont des observateurs privilégiés de ce qui peut se passer dans tous les secteurs d'activité. Il y a une réalité. Le fait, c'est que le télétravail diminue l'informel dans les échanges entre collaboratrices et collaborateurs dans le travail. Maintenant, vous parlez en introduction de la fin du télétravail. Le vrai sujet, c'est celui de l'accompagnement de l'hybridation. Et depuis 3 ans, il y a une expérimentation qui n'a jamais été aussi importante que sur les 20 dernières années de cette expérimentation. Et on a dans les accompagnements à la fois des retours d'expérience d'entreprises qui sont en difficulté en lien avec l'impact sur leur collectif de travail, la remise en questionnement justement de ce dispositif de télétravail par rapport à la performance, et d'autres qui ont un retour d'expérience réussi. Donc le vrai sujet, c'est quel retour d'expérience on peut faire de ce sujet entre réalité et précision de l'analyse du travail et fantasme aussi dans une cause unique que pourrait être le télétravail versus finalement des explications pluricausales, des dégradations qui peuvent être observées, qui sont au cœur des discussions avec les DRH et les dirigeants. On va venir sur les dégradations parce qu'il y a évidemment l'isolement, ça on en a beaucoup parlé, une forme de solitude, une sorte finalement d'éloignement des cœurs de décision et parfois même l'angoisse d'être licencié puisque on voit plus son RH, on voit plus son manager, on perd un peu, on perd le fil comme on dit. Mais qui aujourd'hui essaie de saper le télétravail? Enfin, j'entends que vous soyez vous le chantre du télétravail, vous nous dites ça bouge pas. Tout ça est une boutade, mais quand même, on voit bien qu'il y a quand même des coups de boutoir contre le télétravail. Alors, il y a plus une prise de recul sur le télétravail. Alors, comme vous l'avez très bien dit, on a vécu tous une expérience inédite du télétravail qui nous a permis en fait de tirer des premières conclusions. Avantages, inconvénients, opportunités, risques, etc. Alors, on a vu des choses qui ont plu aux employeurs et des choses aussi qui ont déplu. Et j'ai le sentiment que certains employeurs ont énormément de mal à lâcher prise. Et le fait de ne pas voir les salariés à 100%, à temps plein sur le site, se disent est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse de productivité? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la multi-activité cachée? Est-ce que finalement mes salariés ne seraient pas un peu feignants? Alors, en réalité, c'est un rapport à la confiance, ça. C'est un rapport à la confiance. Alors, on a vu que pendant le confinement, le contrôle des managers a augmenté. On en avait parlé ensemble. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les employeurs ou les DRH se disent « Attention, il faut qu'on soit vigilant ». Donc ça, c'est leur point de vue. Après, on a un point de vue qui est le point de vue des salariés. Qui n'est pas tout à fait le même. Hein. Et le télétravail est plébiscité. Donc ça, c'est l'étude de l'Observatoire de la CGT. Liberté, temps organisé, on peut chercher ses enfants à l'école, décaler son temps de travail, plus de temps de transport. Enfin, c'est ça les arguments. C'est exactement ça. C'est de l'autonomie aussi pour les salariés dans les missions qui sont effectuées. Et l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Okay. Vous êtes d'accord? Il y a quand même un sujet, il y a des accords, un accord national interprofessionnel qui va s'arrêter là dans un an, je crois. Ça veut dire qu'on pourra remettre en question ce télétravail. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'il y a des entreprises qui disent c'est fini, fin du télétravail. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement? On rapatrie tout le monde? Non, mais c'est un sujet pratique. Oui, bien sûr. Alors, une réponse claire, le retour en arrière n'est pas possible. C'est-à-dire que... C'est pas possible. Alors, tout est possible, mais
le sujet du télétravail, aujourd'hui, est au cœur des discussions sensibles sur le sens au travail, à la fois pour les salariés qui n'ont absolument pas envie de revenir en arrière. Ils sont plus de 90% à mettre en avant la volonté de continuer de pouvoir télétravailler, tout en revendiquant des difficultés pour un tiers d'entre eux, c'est les résultats de votre étude en lien avec la charge de travail. Et d'un autre côté, on a cette inquiétude qui grandit dans les entreprises, dans les organisations, par rapport à leur modèle de performance. Donc, on a au cœur du système la fonction managériale qui, peut-être aujourd'hui, a besoin de continuer d'être pensée, d'être accompagnée, justement, pour favoriser la télé-collaboration, le télémanagement, qui s'inscrivent au cœur de l'hybridation. Mais quelqu'un peut répondre sur le plateau, parce que pendant presque 2 ans, on a traité de cette question Covid, full remote, puis télétravail aménagé, hybridation du travail, avec toujours cette question, est-ce que la productivité est au rendez-vous? Alors la NDRH, par exemple, avait répondu oui, donc il y a le réseau des DRH. Vous avez, la productivité était là ou pas? Parce que s'il y a autant d'inquiétudes, c'est la confiance, mais c'est aussi ça dépend. Ça dépend. La productivité... Est-ce qu'il y en a qui ont tiré sur la corde? Excusez-moi de le dire comme ça. Alors, la productivité, c'est peut-être pas le meilleur angle d'attaque. En réalité, les gens travaillent sur une amplitude horaire qui est élargie en situation de télétravail. Clairement. Donc, ça veut dire que la charge de travail a tendance à augmenter. Donc, puisqu'on travaille plus longtemps, on va avoir tendance à en faire plus. Alors, de là à parler de productivité, il y a quand même un pas. Donc attention à la terminologie qui est... Donc Caroline, vous dites exactement l'inverse de ma question. Vous dites attention, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que comme on est à domicile ou en tiers-lieu, tout près de chez soi, on peut tirer ses horaires. On peut faire du 8h, 21h, parce qu'on n'a pas de temps de transport. C'est ça que vous nous dites. Il y a 34% des salariés interrogés dans notre étude qui avouent en fait consacrer le temps libéré par les transports au travail. Donc c'est quand même un tiers. Donc vous répondez en partie à la question que beaucoup de gens se posent. Quel est votre point de vue sur cette question de productivité? Parce que c'est très difficile à savoir ça. On observe on a des constats à géométrie vraiment variables sur ce sujet. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une vigilance qui doit être accrue sur le sujet de la charge de travail, sur le sujet des connexions, de l'hyperconnexion, de l'équilibre des temps. Mais d'un autre côté, sur ce sujet du télétravail, il y a un impact dans certaines organisations sur le fonctionnement des collectifs de travail. Et quand à un moment donné, on a eu les premiers résultats sortis des premiers confinements, disant il n'y a pas d'impact sur la performance, il n'y a pas d'impact sur la productivité, il est important de s'inscrire dans un suivi dans le temps. Ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises, ce n'est pas vrai pour toutes les organisations. On assiste dans certains collectifs à une dégradation du climat social, à une dégradation de la qualité du lien avec son travail, du lien avec son organisation, son management, ses collègues. Ce n'est pas vrai dans toutes les organisations. Ça mérite d'être observé dans la régularité. Chapitre 5, être à l'écoute des personnes en difficulté et garder le lien. Donc vous soulignez quand même à la FIRSP qu'il y a des personnes qui sont un peu à la dérive. Qui sont en difficulté psychologique. Avec la FIRSP, face à l'évolution, à l'accélération des évolutions sociétales et conjoncturelles, on sollicite un 10e principe dans les principes généraux de prévention qui est celui de l'écoute. Non pas l'écoute comme finalité, mais l'écoute du travail comme un moyen d'encourager le dialogue. Au RH, le salarié se parle à qui là Le salarié parle avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a le dialogue social de l'organisation, mais parle aussi avec ses collègues du travail pour à la fois faire remonter les signaux faibles, faire le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien, et d'obtenir des temps communs. Puisque avec le télétravail, on a aussi l'augmentation de l'asynchrone. C'est-à-dire, on peut communiquer, il y a un certain nombre de moyens, on peut utiliser les messageries, mais on voit dans nos retours d'expérience l'augmentation de l'asynchronicité dans les échanges. Ça a un impact sur le dialogue, le temps commun. L'écoute dans ces temps communs doit être plébiscitée pour apporter les régulations dont on a besoin. Un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais il y a des études qui parlent aussi de l'impact de l'IA. Alors, on voit bien que les enjeux technologiques, s'il n'y avait pas d'Internet et de numérique, il n'y aurait pas de télétravail, puisque pas de visio, pas de liaison Internet. Tout ça est lié à la technologie, d'une manière évidente. L'IA arrive là. Oui. Est-ce que ça, c'est un nouvel élément dans la réflexion globale autour du télétravail? Tout à fait.
Alors, l'IA, est-ce que c'est un ou une nouvelle collègue virtuelle, finalement? C'est ça. Est-ce que c'est une solution? Alors, c'est une solution facilitante, puisque c'est une technologie, donc c'est facilitant pour travailler à distance. C'est aussi potentiellement derrière des risques psychosociaux, puisque c'est peut-être un renforcement de l'isolement et une façon aussi, potentiellement pour le manager, de se décharger en fait de ses responsabilités sur un outil technologique. On a vu un baromètre où il y avait des salariés qui projetaient déjà l'idée d'avoir un manager en hologramme, des projections assez incroyables. En même temps, on n'en est pas loin. L'hologramme, il existe. On a vu des hommes politiques avoir leur hologramme. On est face à une accélération des changements. D'où l'importance de prendre en compte l'impact de ces changements, de leur accélération, de l'augmentation de l'incertitude dans les relations, sur ce sujet des risques psychosociaux, et de mettre au cœur des organisations des évaluations régulières pour pouvoir être à l'écoute du travail, pour permettre aux personnes de se rencontrer, de se parler, parce qu'il n'y a pas de collectif de travail sans dialogue et sans conditions pour que ce dialogue puisse se réaliser. Comme on démarre l'année 2024, vous dites globalement cette année 2024 sera stable sur les enjeux télétravail. Il y a des études que vous menez, des chercheurs qui travaillent, vous observez, mais globalement, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un reflux. Il va se passer des choses, c'est-à-dire qu'il va se passer des nouvelles signatures d'accords sur le télétravail, donc une relance du dialogue social par rapport à une acculturation et cette pérennisation de l'hybridation. Et justement, ces accords permettent de réguler la relation managériale, d'imposer par exemple un retour sur site obligatoire, 1 jour, 2 jours par semaine. Donc il y a des jours qui sont pour se voir physiquement, qui sont dits des jours banalisés. Et en fait, ces accords, à mon avis, sont l'avenir du télétravail. Donc le télétravail. Vous avez vu, j'ouvre pas la semaine des 4 jours. Hein. Non, parce que c'est un autre sujet qui impacte les chercheurs que vous êtes. Tout à fait. Parce que si on parle semaine de 4 jours, ça veut dire qu'on dit aux salariés, tu ne fais plus de télétravail, ou très peu. Ou moins. Ou moins. Non, mais c'est pas une autre modalité. C'est une autre modalité d'organisation. Et oui. Peut-être qu'on peut s'entendre sur, en tout cas, puisqu'on est au début de l'année 2024 et que c'est le moment des vœux, sur le fait que cette année 2024 soit un vrai moment de retour d'expérience par rapport à l'accélération de ces évolutions, de mettre en débat et en discussion dans les organisations ces 3 dernières années, mais aussi d'y intégrer, vous l'avez dit Arnaud, par anticipation, le futur du travail, l'évolution en lien avec l'IA, et de mettre à contribution en intelligence collective l'ensemble des parties prenantes pour conjuguer les acquis individuels avec les enjeux collectifs des organisations et faire en sorte que les acquis individuels ne deviennent pas la dictature des enjeux du travail collectif dans les plans d'action. J'entends parties prenantes, j'entends partenaires sociaux, parce qu'ils ont leur mot à dire et ils jouent un rôle très important dans les accords. Oui, et dans la défense des droits des télétravailleurs, puisque les télétravailleurs sont des salariés comme les autres. Et dans la performance des organisations. Exactement. Donc ce juste équilibre entre la performance et le bien-être au travail, parce que c'est exactement l'enjeu dans lequel on est pour cette début d'année 2024. Merci d'avoir ouvert cette année avec moi. Merci. Télétravail, prévention des risques psychosociaux, FIRSP, c'est un document collectif, je précise, dans lequel vous avez travaillé. Jean-Christophe Villette, vous êtes le directeur général d'Équilibre et administrateur de la FIRSP. Et je remercie Caroline Diard, alors avec plusieurs études, notamment l'étude du Cercle K2, qui est un groupe de réflexion. Plein d'auteurs ont travaillé sur ce travail, télétravail et hybridation. Et vous êtes professeur associé chez TBS Business School, puisque vous avez changé d'école, si je ne m'abuse. C'est cela. On est d'accord. Merci à vous deux. On Merci. termine d'ailleurs avec un sujet qui va faire écho à ce dont on parle, la convention collective dans la métallurgie. Alors tout ça sont des sujets éminemment techniques, mais vous allez voir qu'on a des incidences auprès des RH notamment. Qu'est-ce que ça change exactement, cette convention collective? On en parle avec un expert. Une nouvelle convention collective dans la métallurgie négociée difficilement, 4 ans de travail entre les partenaires sociaux, l'UMM côté MEDEF, mais aussi les partenaires sociaux côté salariés, applicable au 1er janvier 2024. Donc cette convention collective de la métallurgie s'applique depuis maintenant quelques jours. Avec moi Tristan Girard. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes directeur de la practice performance du changement et des organisations chez LHH. Pour le dire en mots simples, vous avez travaillé des mois avant la signature de la convention.
quel a été votre boulot? Parce que si j'ai bien compris, cette convention, elle modifie les logiciels de paie, les classifications, évidemment, et donc ça modifie tout. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour accompagner les entreprises? Alors le gros travail, ça a consisté à accompagner nos clients, donc les équipes RH principalement, et les managers qui étaient impliqués dans le travail de rédaction des fiches emploi, puisqu'il a fallu réécrire toutes les fiches emploi et recoter ces fiches à partir de 6 critères classants et 10 niveaux d'exigence. Donc ça a été un énorme travail où il a fallu remettre à plat tous les fiches emploi des entreprises. La CGT, sans faire de débat politique, dit que ce sont finalement une convention au rabais. Vous êtes du côté technique, vous observez l'organisation. Quand vous dites ces fiches, ça veut dire qu'on a changé quoi? Le nom des postes, le nom des métiers, qu'est-ce qui a changé? On a changé la logique en fait. On est parti d'une logique où les personnes avaient une fiche de poste qui leur était propre, à une logique de fiche emploi qui ne s'attache pas à l'individu, mais qui s'attache au poste dans son ensemble. Et au process. Et au process. Donc la vocation de ça et l'enjeu, c'était d'être plus clair, d'harmoniser au sein des entreprises ces fiches de poste pour avoir plus de visibilité et rendre plus attractifs les métiers de la métallurgie. Et c'était aussi un enjeu de revalorisation et d'attractivité, puisqu'attaché à cette nouvelle classification, on a un nouveau barème qui va s'appliquer aussi à partir du 1er janvier, avec une dérogation pour les entreprises de moins de 150 salariés, pour lesquelles c'est reporté à 2030. Attendez, un nouveau barème, on arrive donc évidemment à l'autre enjeu, puisque j'évoquais le logiciel de paie. On change évidemment les nomenclatures, ce n'est plus une fiche de poste individuelle, mais sur des process, voire même sur des machines, sur des processus de machines. Mais sur la paie, c'est quoi? Qu'est-ce qui change? Alors, ce qui va changer, c'est l'intitulé du poste qui apparaît sur le bulletin de salaire, puisque comme la référence à la convention collective change, il faut réinscrire la nouvelle référence qui impacte du coup le salaire minimum de référence. Et un point qui était extrêmement important pour les salariés de la métallurgie, c'est le statut. Les personnes étaient très attachées à « je suis cadre, je suis agent de maîtrise, je suis non-cadre ». C'est vrai. La convention collective a un peu gommé ça. Il n'y a plus que 2 statuts maintenant, cadre et non-cadre. Et donc là-dessus, ça a aussi un impact. Et donc ça supprime l'agent de maîtrise? Il n'y a plus de niveau agent de maîtrise. Donc on a des personnes qui se sont retrouvées, qui étaient non-cadres, qui étaient agents de maîtrise, qui se sont retrouvées cadres, et d'autres personnes qui étaient agents de maîtrise, qui se retrouvent non-cadres. Donc ça peut être une source de frustration et d'inquiétude chez certaines personnes. Moi, j'en étais resté à OS, ouvrier qualifié, ouvrier hautement qualifié. Ça existe toujours dans la nomenclature? On n'emploie plus ces vocables. Donc ces vocables-là ont disparu, oui, on est d'accord. Et oui. C'est quoi les vocables aujourd'hui qu'on utilise pour parler de ces ouvriers? C'est des intitulés de poste, usineur, fraiseur. Donc plus spécifique. Plus spécifique, vraiment. On a essayé vraiment de s'attacher à la compétence. C'était vraiment ça le sujet. Plus mettre en valeur la compétence du poste. Juste vous qui avez un regard aussi panoramique, et vous avez accompagné les entreprises qui doivent être prêtes, il faut le rappeler, depuis quelques jours maintenant. Il faut que les paies puissent partir avec les bons intitulés. C'est quoi? Ça dégrade la fonction ou ça la rend plus engageante? Ça donne plus envie à des jeunes de pousser la porte du secteur de la métallurgie? Si je regarde le côté positif, et c'était vraiment la vocation de l'accord et des signataires, c'était vraiment de rendre les métiers plus attractifs, plus lisibles. Réussi ou pas? Alors, tout est question de perception. On a effectivement, vous avez parlé de la CGT, on a vu des mouvements de grève, on a vu des gens, et nous on accompagne aussi des entreprises où on répond aux salariés qui ne sont pas contents, parce que certains ont l'impression d'être déclassés. Mais oui, vous l'évoquiez. Ils ont l'impression d'un sentiment d'inéquité, puisqu'ils se retrouvent à avoir une fiche emploi différente de celle de leurs collègues avec qui ils travaillent depuis des années. Donc forcément, c'est un changement qui est très structurant, donc qui peut générer un peu de tension et d'énervement. Et on redire, l'agent de maîtrise disparaît, soit il a progressé cadre, soit il est redescendu d'un étage. Ça, sachant que s'il est redescendu, la Convention prévoit le maintien de la rémunération et des avantages liés au statut. D'accord. Pour les personnes qui étaient déjà en poste, son titre, mais pas sur les salaires. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que c'était un référentiel important en termes de valorisation du sein d'une entreprise. Donc c'est un repère qui bouge. Et donc il faut prendre du temps et ça fait partie, vous nous demandez ce qu'on avait fait chez LHH pour accompagner nos clients. On a fait ce travail de cotation, mais aussi on a fait un travail de pédagogie auprès des managers et auprès des salariés pour expliquer justement les enjeux de cette nouvelle convention, à quoi ça allait servir, ces critères classants, comment ils fonctionnaient. Prendre le temps d'expliquer. Prendre le temps d'expliquer, c'est vraiment la clé du succès. Certaines entreprises, je pense, ne l'ont pas assez fait. On voit aujourd'hui celles sur lesquelles il y a des tensions. C'est Absolument.
Merci Tristan Girard. Le temps presse, malheureusement, on prend le temps. Merci d'être venu nous expliquer la complexité et la subtilité et la finesse pédagogique autour d'une convention collective. C'est pas rien de transformer une convention collective. Surtout celle-là qui était une vieille dame. Et une vieille dame, absolument. Et c'est LHH. Vous êtes le directeur de la practice performance du changement et des organisations chez LHH. Justement, vous avez piloté auprès des entreprises. Merci de nous avoir rendu visite. Merci d'avoir. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous. Évidemment, belle année encore à tous ceux qui nous regardent et à toute l'équipe de Bismart. Et puis, je vous retrouve évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.